Nous sommes ici à la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. Très heureux de pouvoir recevoir une amie et quelqu'un que j'admire énormément, Marthe Keller. Merci. J'aime bien que tu t'y tapes pour ami. Voilà. L'amitié, c'est ça. Très important aujourd'hui. De plus en plus. Et c'est marrant, on se retrouve sur scène. En plus, oui, la dernière fois, on s'est vu. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était sur scène. Sur scène. Avec Patrice Chéreau, ouais. Hamlet, les Artes. Voilà, exactement, dans la cour du Palais des Papes en Avignon. Ouais, quel souvenir. Ouais. On va en parler. Ouais. Donc, je suis très heureux parce qu'on est dans un lieu absolument extraordinaire, qui est la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. Et je remercie la Fondation de nous accueillir. C'est vraiment tout à fait privilégié d'être ici pour les rencontres, 7e art Lausanne. Et tu es pour la première fois, tu es avec nous cette année. Oui, J'espère que tu viendras chaque année parce que tu es chez toi. Ah oui, dans ces rencontres. Je vais prendre l'abonnement. Oui. Ouais, je vais il faut. De revenir. Non, je trouve que l'idée que tu as eue, d'insister malgré tout, et le coup de bol que tu as eu en même temps, que juste quelques jours avant, on a dit qu'on peut maintenant faire des projections. Ça, c'est extraordinaire parce que il y a quand même, on ne savait pas jusqu'au dernier moment. Et je trouve que c'est dangereux. Une année, on peut sauter éventuellement, mais 2 années, c'est dangereux pour oui. Et là, c'est vraiment magnifique. Et tout le monde était... Je trouve, après tout ce qu'on a vécu, de savoir que ça existe, rien que pour nous, de voir une salle, même si c'est pas plein, c'est pas grave, elle existe, mais qu'on ait de nouveau un contact avec tout ça. Et je trouve cet endroit d'ailleurs magique. J'ai eu la chance qu'on m'a montré la bibliothèque la dernière fois quand j'étais là. C'est vraiment un endroit formidable. Et que tu fais des choses tellement différentes. C'est pas seulement... Oui. Alors, après, je te laisse parler, mais je veux quand même te faire un compliment. La raison pourquoi j'aime ce festival déjà, c'est l'absence du stress. Oui. On a tellement de stress dans la vie que si dans les festivals où il y a des compétitions, je trouve déjà ridicule d'avoir des compétitions parce que dans le sport, celui-là qui court plus vite, c'est normal, on a la montre, on le sait. Mais le cinéma, c'est une question de goût. Et je trouve que ça donne souvent une espèce d'intrigue, de compétition, je sais pas. Mais là, de ne pas avoir des prix, sauf des hommages, ça c'est magnifique. Ça relaxe les gens de venir. Il n'y a pas ce stress de savoir... Oui, mais c'est un peu toute l'idée. En fait, l'idée, c'est de faire un événement où on se retrouve pour l'amour du cinéma, pour l'amour de la littérature. C'est ça. Et puis qu'on puisse justement... Le nom anglais de rencontre 7e art Lausanne, c'est Think Cinema Lausanne. C'est très bien comme titre. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un peu l'idée, c'est justement de se laisser aller à la réflexion et puis avec le parcours que nos invités ont, que moi je peux avoir, parce qu'en fait, ce qui est un peu particulier avec cet événement-là, c'est qu'il est fait par des gens qui travaillent, on est sur le terrain encore, on fait des films, etc. Et donc, en fait, ça fait partie d'un processus de créatif, un processus de réflexion, comme on le fait à chaque fois. Il y a des moments où on a besoin de réfléchir, et puis voilà, ce moment-là, c'est tout simplement fait magique pour ça. Donc, si on apprend des choses, je pense que les gens qui nous écoutent aussi apprennent des choses. Voilà. Et tu as vu, on a enlevé les lunettes en même temps. Hein, ah oui. Alors, quand même, non, mais moi je les garde parce que je pleure, pas par émotion, parce que j'ai une allergie. Alors, quand même, aussi l'idée que tu as de montrer les classiques, des films qui existaient déjà, parce que ça, on a envie aussi et les choses qui sont sorties. Et je trouve ce mélange aussi assez unique, parce que souvent, c'est des festivals, c'est les derniers films qui n'ont pas été montrés. Mais là, il y a aussi une espèce de nostalgie justifiée pour certaines choses qui n'existent plus. Et on peut parler aussi, comme c'était autrefois. Voilà, exactement. Et puis ça permet voir des films, par exemple, des films qui ont été faits dans les années 70. Ça nous permet d'avoir un regard aussi sur cette époque-là, puis de voir comment, en fait, je dirais, les comportements, les relations. L'année passée, la thématique, malheureusement, qu'on a dû avorter, c'était Histoire d'amour. Et c'était très intéressant de voir à quel point les histoires d'amour se sont transformées, ont évolué comme ça à travers un siècle de cinéma. Et c'est non, ne le remets pas en même temps. Tu fais toujours quand je les mets, tu le remets. Oui, mais parce qu'on est ensemble, on est là. C'est ça. C'est vrai ça. Et c'est aussi, ça crée, parce que je pense,
Il faut aller plus dans la profondeur. Aujourd'hui, on ne peut plus être dans ce bling-bling superficiel et tout ça. Les tapis rouges, je trouve ça démodé. Mais bon, bref. Mais c'est aussi bien d'être reconnaissant de la chance qu'on a de faire ce métier et de le partager. Dis-moi, là, on vient de passer une année un peu particulière, effectivement, où on était un peu cloîtrés à la maison. Oui, très. Tu as fait quoi pendant cette moi, je trouve que j'étais excessivement privilégiée parce que je ne faisais pas partie des gens qui sont sur 10 mètres carrés avec 3 enfants qui hurlent et le télétravail. Moi, j'étais dans ma maison à la montagne et c'était absolument magnifique parce que je pouvais me promener sans masque, sauf que le prix était la solitude. Mais parce que ma famille est à Paris et c'était très difficile de venir, alors je commençais à m'envoyer du téléphone fixe à mon téléphone portable des messages. Je me suis engueulée, j'ai dit ne te plains pas, tu es tellement privilégiée. Et je m'envoyais des mails aussi pour dire pour Pâques, Happy Easter et tout ça. Et chaque fois j'avais le blues, je regardais mes messages que je me suis envoyés moi-même. Et ce qui était dur, la première fois ça allait parce qu'il y avait aussi une réflexion de dire stop, on est allé trop vite, trop loin, trop tout, ça tournait encore et ce arrêt sur image était très important. Et j'ai adoré même, parce que je suis assez casanière déjà, parce que je ne suis pas très showbiz, sortir et tout ça. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup... en Suisse, tu es resté en Suisse, je suis restée en Suisse tout le temps. Et après, j'ai fait des petits allers-retours quand même pour voir... bon. Mais... La deuxième fois, j'ai souffert parce que c'était l'hiver et la neige. Moi qui aime la neige, mais j'ai failli prendre l'aspirateur dans mon jardin pour aspirer la neige. On ne pouvait plus la voir. C'était trop. C'est parce que c'est psychologique. On rentre vers l'hiver. Et là, je voulais voir des fleurs. Et là-bas, c'était en noir et blanc et pas en couleur. Et dès que je sortais vers le Chable ou quelque chose, j'ai déjà vu les fleurs, le printemps et tout. Il y avait le début, en fait, du premier confinement, c'était assez merveilleux parce que c'était le printemps. Oui, ça allait. Et nous, on a la chance. Et on a eu le temps de voir les fleurs, les feuilles sortir. Et c'était comme une sorte de rappel à l'ordre. Attention, il y a un mouvement, il y a des cycles parce qu'on ne les regardait plus, en fait. Toi, ça va parce que tu vis dans la nature. Oui, moi, en fait. Tu aimes la nature. Mais c'est vrai, pour les gens de la ville, c'était assez compliqué parce que... Enfin, c'était assez magique, je veux dire, pardon, parce que tout d'un coup... on s'est souvenu qu'il y avait des cycles de la nature. Et c'était absolument merveilleux. Oui. Sauf que cet hiver, d'avoir la neige au milieu du mois d'avril, en tout cas là où je suis, je n'en pouvais plus parce que ça faisait un peu pas claustrophobique, mais je ne pouvais plus la voir. Je voulais voir le printemps, je voulais voir du vert et pas du blanc. Bref, voilà. Alors, mais c'est pas grave, on rapport à plein de gens, encore une fois, j'étais privilégiée. Ça me fait penser à un moment très important dans ma vie que j'ai eu avec Patrice Chéreau quand j'étais dans son école, au Théâtre des Amandiers. J'avais fait une mise en scène, j'avais mis en scène Wojciech de Büchner, avec les élèves de Nanterre à ce moment-là. C'était en 86. Et Chéreau, parce qu'on a fait une représentation unique, où il y avait des invités, il y avait une centaine de personnes. Moi, j'étais très nerveux, c'était la première fois que je faisais une mise en scène. Et je voyais Patrice faire les 400 pas derrière, comme ça, parce qu'il découvrait finalement le travail que j'avais fait, enfin, mon travail de mise en scène. Et après, il m'a dit, allez, viens, on va parler. J'étais assez nerveux. Donc, je me retrouve dans son bureau, là-bas, au Théâtre des Amandiers. Et puis là, il reste devant la fenêtre, c'était l'automne, tu vois, dehors, c'était c'était l'automne, tout était gris dehors, comme ça. Et puis, il regardait à travers la fenêtre dehors, et puis il me dit, tu vois, Vincent, là, au printemps, la vie va reprendre, il va y avoir l'été, puis ensuite ça va être de nouveau l'automne, et puis, tu vois, ces cycles-là de la vie, en fait, si on fait ce qu'on fait, c'est peut-être pour essayer de trouver un sens à tout cela. Pourquoi tout ça? C'est quoi notre place sur Terre, ce laps de temps de notre vie? On ne fait que passer. Et je pense que les artistes essaient de trouver une sorte de sens à cela. J'imagine, peut-être inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un moment très fort que j'ai eu avec Patrice. Patrice, que tu as bien connu? Oui, que j'ai adoré. Mais aussi l'être humain, il était tellement fidèle à tout, politiquement.
dans tous les sens. Il ne changeait pas sa chemise. Il était vraiment toujours... Je trouve ça comme son œuvre. Exceptionnel. Et son œuvre, bon, bref, c'est... Alors nous, on s'est rencontrés sur Hamlet, Ouais. où tu faisais la reine. Ouais. Ah, c'était... Moi, j'ai jamais aimé ce rôle. Je trouve Gertrude... Tout ce qui se passe chez Gertrude, c'est dans le passé. Alors, si on propose aujourd'hui un regard de chambre à coucher, au moins, pour qu'elle est un peu légère, on ne peut pas, au Palais du Pape, on voit à peine les figures, alors si vous lancez un regard un peu douteux à quelqu'un... C'est Shakespeare d'Hamlet. Hamlet de Shakespeare. Hamlet de Shakespeare. Oui. Et voilà, alors je ne sais pas, mais bref, mais bon, la rencontre jusqu'à la mort... Est-ce que tu te souviens de ce moment, en fait, pendant qu'on était dans la cour du Palais des Papes, on répétait, et puis il a appris la mort de son père. Oui, je me souviens très bien. Je me souviens encore quand... Ouais. Et c'était très impressionnant parce qu'il y avait le spectre. Oui, qui était son père. Le père d'Hamlet. Ah, ouais, il a parlé de ça. Ouais. Et donc, c'est comme si on était rentré dans son espace mental, et c'est ça la force des grands réalisateurs, c'est qu'ils arrivent à retranscrire, en fait, en tout cas à exprimer leur espace mental d'une manière... oui, c'était vraiment un être unique. Et quand on regarde un peu, ça rend nostalgique. Tous ces gens qui sont partis, Vitesse, Géraud... Toi, tu l'as accompagné, tu es resté très proche. Oui, jusqu'à sa mort, oui, parce qu'il a travaillé, j'ai travaillé, mais de temps en temps, je les vois encore pour le programme de Rolex, pour protéger et comment ça s'appelle, protéger Mentor. Et on l'a choisi lui pour mentor. Et il avait ce garçon polonais avec qui il travaillait. Il avait cette lettre à la fin qu'il m'a donnée à l'hôpital pour que je le lis. C'est sa dernière lettre qu'il a écrite. Et moi, j'avais son billet d'avion parce qu'on aurait dû partir ensemble 2 jours plus tard. Ouais, moi, j'avais rendez-vous avec lui le jour où il nous a quittés. Carrément. Oh là là. Oui, ça c'est triste. Alors on ne parle plus de ça. Mais il nous a appris aussi ce que tu dis avec les saisons qui passent. On a une telle tendance de vivre soit dans le passé, soit dans le futur, et on oublie le présent quelquefois. Il y a une très jolie phrase à laquelle je pensais ce matin. Elle est en anglais, mais elle est facile. Yesterday, vous le connaissez peut-être, mais elle est très belle. C'est Waltraud Maier qui a travaillé avec Géraud, on revient de nouveau, qui me l'a envoyé. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Today is a gift. That's why it's called the present. C'est une très jolie phrase. Elle est belle, hein? Et il faut rester... Et ça, c'est une chose qu'il faut travailler de plus en plus pour apprécier le maintenant et pas toujours... Mais le maintenant, c'est la somme de notre vie, en fait, de ce qu'on a vécu. C'est ça, ouais. De maintenant. Et donc... Non, mais d'avoir ce métier déjà, c'est tellement bon, c'est dur. Mais je crois le secret, c'est durer, à propos dur. Oui, c'est durer absolument. Et pas être, parce qu'il y a tellement de Kleenex qui vont à Cannes... qu'on jette après. Il y a une année de sentir les monos et après on n'entend plus rien. Je pense que l'important c'est... Moi je faisais un genre de workshop ici à Lausanne pour les jeunes acteurs, actrices. Le thème que j'ai choisi c'est qu'est-ce qu'on fait quand le téléphone ne sonne pas? Parce que c'est absolument le métier terrible, parce que soit vous travaillez tellement, soit vous n'avez rien. Alors il faut travailler un muscle qui n'existe pas, de dire la patience. Parce qu'on pense toujours c'est fini quand plus personne. Et c'était très intéressant de savoir tout ce qu'on peut faire quand on n'est pas demandé. Ça veut dire, vous allez dans des hôpitaux pour faire des lectures ou dans les prisons, les gens, vous avez un public, ils sont contents qu'on vient et en même temps, personne ne vous massacre. Parce que ce n'est pas libellé avec la critique qui vous dit, là, on est bienveillant. Et ça aussi, ça fait déjà travailler. Et plein de choses comme ça, c'était très intéressant. Paul Auster, elle a dit une chose que j'ai beaucoup aimée lors de la première édition des rencontres. Il a dit, ce qu'on fait, ce que je fais, moi, quand il écrit, on ne me demande pas de le faire. Si je le fais, c'est parce que je veux le faire. Et si je veux le faire, c'est parce que je dois le faire. Oui, c'est beau. Oui.
Et, oui, il faut qu'il y ait un... Parce que on ne peut pas autrement. c'est tellement ensuite, quand on est... C'est vrai, l'expérience de sortie de film ou de sortie de livre, etc., ça peut être tellement traumatisant. On se met dans des situations qui sont... On tend le bâton pour se faire battre parfois. De temps en temps, il y a les moments de gloire. Et d'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit la gloire, c'est le deuil éclatant du bonheur. Oui, c'est joli. C'est joli. Hein. Oui, très joli. Et donc toi, ce qui vraiment moi m'impressionne beaucoup, et j'ai l'impression qu'on a ça en commun, c'est que l'acteur ne nous suffit pas. On a besoin de vivre une vie, de la vivre pleinement. Mm-hmm. Et donc, tu as touché à tellement de choses incroyables, parce que tu as fait aussi de l'opéra. Oui. Tu as fait de la scène. Oui, moi j'adore, parce que j'étais danseuse classique et j'avais un accident déjà à 9 ans, je ne pouvais plus continuer. Mais j'avais l'oreille qui restait, parce que j'étais au ballet de Bâle, il y avait le ballet russe, là, Henrikovski, qui avait déjà fait beaucoup de contemporains. Alors, ce n'est pas seulement l'acte signé, c'était vraiment Béla Bartók, c'était Prokofiev, il y avait plein de choses qui étaient... Et mon oreille était assez... Et c'est pour ça qu'un jour, il y a aussi Michael Jarel, qui est suisse, anglais, qui a écrit une œuvre pour moi, qui s'appelle Cassandre de Christa Wolf, et qu'on a fait au Châtelet, la création, où je suis toute seule dans cet immense théâtre, où l'ensemble contemporain était dans la fosse. Et c'était vraiment un truc, parce que c'est musique contemporaine. Alors j'apprends le texte avec la machine à laver, avec l'aspirateur, avec la radio et la télévision allumée, pour que c'est l'ennemi, pour que j'ai beaucoup de bruit, parce que pour nous, dès qu'il y a un clou qui tombe, on dit « Psst, j'arrive pas à me concentrer ». Et nous, alors, avec la musique contemporaine, que je ne connais pas du tout, ça m'a mal de tête, en plus c'est électronique dedans, horrible. Et j'avais aucun plaisir, et j'ai compris que le cerveau, c'est l'émotion et c'est l'intellect. Et il n'y avait que l'intellect, mais il n'y avait aucune émotion, parce qu'elle était mon ennemie. Et je l'ai repris, là, j'étais en Amérique du Sud, partout, c'était incroyable. C'est au Colonne, au théâtre de Colonne, en Argentine, au Brésil, toute la journée des strings, Copacabana, et le soir, ils vont voir quand même Christa Wolf. C'est lourd, la musique contemporaine. Et j'ai découvert que quand on travaille avec la musique contemporaine, il y a quelque chose avec la familiarité qui, après 2-3 ans, il y a tout à coup, on se familiarise même avec quelque chose qui était un ennemi, quand on reprend. Et ça, c'est une expérience. J'aime bien sauter dans l'eau froide des choses que je ne connais pas, comme la musique. Est-ce que c'est une manière de se mettre en danger En danger. Parce que moi, quand on m'a proposé un opéra, je dis, là, on revient de nouveau à Patrice, j'ai dit, mais je ne lis même pas une partition. Et on m'a répondu, Patrice Chéreau non plus. Alors là, je dis, je ne suis pas Patrice Chéreau, mais alors là, ça me donne l'espoir qu'on peut quand même aussi, parce que l'oreille est là. Et quelqu'un d'autre m'a dit très intelligemment, c'était Lisner et Hugal, ils m'ont dit la même chose. Écoute, prends le risque. Qu'est-ce que tu risques? Si ça ne marche pas, tu es toujours actrice. Alors ça aussi, ça m'a aidée. Et je me suis dit, je ne fais jamais un opéra trop connu dans un endroit trop connu. Alors, ça tombait bien, c'était Lucia di Lammermoor à Strasbourg. Comme ça a l'air un peu narcissique de dire ça, mais j'avais un prix comme meilleure mise en scène de l'année quand même. Ah, bravo. Oui, c'était sur Arte et tout, mais c'était, pardon, c'est pas pour ça. J'ai toujours dit, pas trop connu, et tout à coup, on me propose, Placido Domingo, me propose travailler à New York, au Met. On me propose de faire... Non, il me propose de faire Lucia à Washington et à Los Angeles. Et après, New York a vu ça, on me propose de faire Don Giovanni au Met, pour la première fois, une femme qui fait une mise en scène là-bas. Ça, il faut être gonflé d'accepter ça, parce que moi, je ne voulais pas être dans un endroit connu, pas un œuvre connue, alors les deux étaient quand même... Et c'était... Bon, bref, ça marche. Incroyable. Et voilà, après, quand ça marche, ça ne m'intéresse plus, je passe à autre chose, parce que j'ai peur que je ne suis pas à la hauteur pour continuer. Dis-moi, voilà. Donc on parlait de Chéreau. Moi il m'a fait découvrir un auteur que tu aimes bien, qui s'appelle Anton Tchekhov. Oh, c'est mon Dieu. Anton Tchekhov, Constantin Stanislavski était son dramaturge.
Moi, c'est ça qui, personnellement, m'a fait découvrir le monde extraordinaire de Tchekhov. C'est-à-dire que pour t'as beau creuser, tu creuses, tu trouves toujours des nouvelles choses. Et c'est ça les grands auteurs, non, j'imagine. Donc, Tchekhov, tu as enseigné Tchekhov aussi, non? J'ai enseigné Tchekhov, j'ai joué pendant 2 ans au Théâtre La Ville, Les Trois Sœurs, avec Lucian Pintile. Ouais. J'ai joué Macha. Et je trouve Tchekhov était médecin. C'est pour ça que je l'aime. Il était médecin et auteur. Ça veut dire il connaissait l'âme, comme Schnitzler. Il connaissait l'âme et il connaissait l'art. Il connaissait le physique, le corps. Oui. Il connaissait quand même là. Et chaque phrase, je sais, on a tellement pressé le citron, on a tellement fait du Tchekhov. Mais chaque fois, j'entends quelques phrases, je pleure. Il ne jugeait jamais, il constatait, mais il ne jugeait jamais. Voilà, ça c'est le seul homme au monde que j'aurais voulu rencontrer. Ouais. Ah. Il allait d'ailleurs souvent dans l'île de Sakhaline. Ouais, magnifique. Et Tchekhov... toute la Sibérie aussi, il connaissait la pauvreté qu'il a eue, sa jeunesse, tout. On l'a interdit de courir parce que ça usait ses seules paires de chaussures. Il a vécu, il a travaillé à partir de 14 ans, des petites histoires sous un autre nom pour nourrir toute sa famille. Il y a une chose qui est très difficile magnifique. Et que je vois rarement en fait quand je vois des mises en scène de Tchekhov, c'est ce qu'on ressent quand on va en Russie, quand tu es perdu au milieu de nulle part. Parce qu'en fait c'est ça ces histoires. Souvent ces histoires se passent à 1000 kilomètres de Moscou. C'est des gens en fait qui vivent entre eux, qui s'ennuient, le rapport à l'ennui. Ah, l'ennui. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils sont loin de tout. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours difficile à retranscrire dans les hommes, ils boivent et ils parlent. Oui, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Ils étaient en avant, il était un féminisme en avant. Absolument. Toutes les femmes travaillaient, voulaient faire mieux, tout ça, c'est assez... Ouais. Ah non, ça, là, pour moi, c'est le génie. Alors, tu le sais, on a. Qu'est-ce que tu leur disais à tes élèves? Parce que c'est à Juilliard, non? C'est ça que tu as... Oui, j'ai travaillé à Juilliard, j'ai aussi travaillé là, à la teinturerie un peu. Mais là, ici, j'ai fait une chose qui était assez jolie. J'ai pris le thème Tchekhov, j'ai dit, vous prenez ce que vous voulez, vous apprenez une scène, peu importe quelle pièce, on travaille dessus. Il y avait une fille qui était pas très à l'aise. J'ai dit, tu parles une autre langue? Elle m'a dit, oui, je parle anglais, je suis double. Voilà. Alors j'ai dit, fais la même scène, même si tu ne sais pas très bien les mots. Et tout à coup, sa voix descendait. Elle respirait juste. Elle était à l'aise. J'ai dit, toi, il faut que tu travailles en anglais. Et après, il y a une autre qui dit, oh, mon père est portugais, je peux le faire en portugais. L'autre a dit, je parle très bien l'italien, je fais en... La fin de l'histoire, j'ai eu 13 scènes dans 13 langues, en latin. En latin, Macha. Une elle faisait arabe. Elle faisait parce qu'elle est née dans une... Et j'ai eu Schweizerdeutsch aussi. Tout à coup, il y avait quelqu'un en valaisan avec un accent. On a eu 13 langues et c'était vraiment génial parce qu'on a vu que Tchekhov voyage. Il est international, il est universel. Tu penses qu'on joue mieux dans sa langue maternelle? Je ne sais pas. Alors moi, j'ai joué au Broadway et c'est le seul tu joues en 4 langues? Oui, mais tous les 4 avec un accent. Mais quand même, je les parle. Mais à New York, c'est le seul endroit, j'ai joué une pièce au Broadway que je n'avais pas peur. Sinon, à partir de 5 ans, on ne peut pas me parler. Pourquoi? Je crois que ce n'est pas la langue, je crois que c'est parce que je connaissais personne dans la salle. Je crois qu'on a peur quand on ne veut pas décevoir les gens qu'on connaît à Paris ou à peu importe où vous jouez, quand vous connaissez les gens. Je n'avais pas le trac en anglais, jamais. J'ai joué 5 fois à New York. Et Off and In. Et c'était le seul endroit où je n'ai pas peur. Je ne sais pas, c'est bizarre. Bon, alors, voilà. on parle des rencontres. Hein, oui, les rencontres. Très important, les rencontres. Donc toi, on a travaillé, moi j'ai travaillé avec Pintilier aussi, au Théâtre de la Ville, figure-toi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec lui? Un billet doux, par-delà les nuages. C'était en 88, donc du coup, il était aussi extraordinaire. Toujours. Et puis, mais merveilleux. Oui, absolument. Et donc, on avait parlé de Patrice Chéreau. Et De Broca, j'ai travaillé avec De Broca, j'ai fait dessus avec magnifique. lui. Alors, ce film, si, grandiose. Alors, tu es une élégance sur le cheval. T'es né dessus. Le duc de Nevers. Et donc, du coup, c'était très intéressant parce que moi, mon histoire avec lui, c'est que la première fois que j'ai rencontré, tu l'as très bien connu. Oui, c'est même un fils. Un fils, Alexandre. Oui.
c'est ça? Ouais. Et la première fois que je l'ai rencontré, chez lui, je le rencontre, il est toujours très bien habillé, avec son petit gilet, là, avec son petit, avec son petit foulard. Oui, toujours. Hein, et il me disait, écoutez, moi je vais vous dire la vérité. Il disait toujours la vérité, non? Toujours. Hein? Cash. Oui, oui, très cash. C'est pour ça que je suis partie. Écoutez, Monsieur Pérez, moi, je vous vois pas dans le rôle. Moi, je voulais Thierry Lhermitte. C'est agréable. Le producteur et Daniel Auteuil, vous m'êtes imposé. Donc du coup, voilà, je vous le dis. C'est incroyable. Il faut, on va se débrouiller. On va débrouiller. Et moi, j'étais là, bon, ok, très bien, ouais, très bien. Bon, donc du coup, j'ai bossé. C'était magnifique. Et donc, je fais la première scène dans le bossu. Et puis, il s'était mis dans un petit. Il faisait qu'une prise. Hein, il faisait une prise. Pourquoi il faut faire une deuxième? Ah non, il s'ennuie, il ne veut pas répéter rien. Et il était sur son petit cube à côté de la caméra, et puis j'ai fini. J'ai coupe. Et puis là, en fait, il n'a rien dit. Il est resté comme ça. Et il m'a regardé. Tu l'as scotché? Et il est tombé amoureux de moi. Ah, quelle merveille. Et c'était ça m'étonne pas. C'est la classe. On a été, après il m'a proposé plein de films, j'ai pas pu faire tout ça. Mais j'ai adoré cet homme. J'ai trouvé et il souffrait beaucoup parce qu'il souffrait de reconnaissance. Je pense qu'il voulait être reconnu pour son travail. Parce que oui, il était plus à la mode. Philippe de Broca, c'est quand même un grand monsieur. Ah, il a fait des films. Voilà. Somptueux qui restera. Somptueux, oui. L'homme de Rio, Cartouche, Tripulation. Moi, j'ai fait un film avec lui, Le diable par la queue. Je comprenais rien à ce que je disais parce que je parlais pas français. Donc il y a le louche, il y a la période américaine extraordinaire, que tu continues parce que tu continues à travailler aux États-Unis, mais c'est vrai que quand on rencontre Schlesinger, Frankenheimer, Sidney Pollack et Billy Wilder, pratiquement les uns après les autres, non? C'est ça, tu as enchaîné ces films-là. Dans une année, oui. Comment tu fais pour rester sur Terre, en fait, à ce moment-là? Je suis suisse. T'es suisse? Non, mais je plaisante pas. Moi, ça m'a pas, je tournais avec Brando et tout le monde est tombé par terre quand je dis les mots Brando, ça m'a rien fait. Je le trouve extraordinaire, mais il est acteur. Moi, je suis ébloui par un scientifique parce que pour des choses que je connais pas, je trouve Brando un génie absolu. Je respecte ces gens, je suis devant, mais j'ai pas peur. Voilà, je me dis mais attends, parce que là, Marlon. Ouais. Comment ça se passe quand on rencontre Marlon Brando? Quand on sait qu'on va travailler avec lui. Il était un peu en fin de... Il n'avait plus envie de tourner, alors j'ai vu les rushs avant que je commençais, de lui, du film qu'on avait fait, oui. Et alors je me suis dit, c'est incroyable, il n'y a jamais un plan où il est de face. Il est toujours comme ça, ou il est comme ça, ou il est comme ça. Et c'est parce que le texte est collé là-haut, le texte est collé là, et le texte est collé là. Un jour, je dis, mais vous apprenez plus le texte? Il dit, non, parce que vous savez, moi, l'idée, un avion qui peut passer pendant la prise, ça me rend... C'est pas vrai, il était feignant, il voulait plus travailler. Il a fait ça pour l'argent, il a dit même. Mais il était tellement génial. Et il disait des choses. Il disait à un acteur, le metteur en scène a dit à un acteur, et lui, ils étaient à deux, il a dit action. Et cet acteur, que je ne vais pas dire le nom, commence et Marlon dit coupé. Et il dit, when he says action, it doesn't mean you have to act. C'est génial. Wow. Il faut être. Oui, parce que lui, en fait, c'était toujours son... J'ai remarqué, en fait, lui, il est dans le moment. Et il était magnifique. Il est dans le moment. C'est un génie absolu. Et donc, il y a une mouche qui va se poser, il va regarder la mouche. Oui. Et puis, en fait, il restait à l'intérieur de lui, ou j'ai stress centré. Aussi, il s'ennuyait beaucoup parce qu'il l'a fait à la fin pour l'argent, ce qu'il m'a dit. Et on avait une réunion avant le tournage pour les costumes, pour tout. Et tout le monde était autour et tout le monde peur, M. Brando, tout ça. Et il dit dans la réunion, il jouait un businessman habillé en costume. Ah non, je ne vais pas tourner avec un costume, moi je vais être à poil avec un bagel around the sex. C'est tout. Un quoi? Un bagel qu'on mange. Avec un bagel around the sex. Alors tout le monde était... Mais Mr. Brando, you can't do that because you are et c'était juste, il voulait voir la réaction, il voulait que les gens flippaient complètement. Jouer un homme d'affaires, non? Jouer un homme d'affaires, oui, mais c'était parce qu'il plaisante comme ça pour faire peur aux gens. Et la deuxième chose, il a dit,
À propos, j'ai réfléchi, je ne fais pas le film si je n'ai pas une scène avec une grenouille. Et là aussi, tout le monde a une scène avec... Il y a une scène là où je suis devant la piscine. Il faut absolument que je dise quelque chose. Même les grenouilles, ils meurent parce qu'on met des saloperies dans l'eau. Et j'ai trouvé ce matin une, et la scène est dedans. Ah, wow. Ils ont écrit un petit truc. Alors il était un peu... Il faisait ça aussi pour donner un peu d'énergie parce que tout le monde avait peur de lui. Lui, il aimait de moins en moins... Je crois qu'il n'a jamais vraiment aimé travailler, sauf au début. Parce qu'après, il est devenu quand même... Oui. Mais c'était un génie absolu. Oui. Mais aussi lui, ou Laurence Olivier, ou John Gielgud, Richard Burton, tous ces gens avec qui je travaille. Laurence Olivier? Oui, 3 fois. 3 fois Laurence Olivier, c'est extraordinaire. Gielgud, ces gens-là, et c'était tellement génial, mais c'est pas... Comment je veux dire, quelqu'un qui sauve le monde, mais eux, je trouve, c'est magnifique, les acteurs, mais ça me fait pas peur, je trouve. Je les aime, parce que plus qu'ils sont grands, plus qu'ils sont gentils. Oui, c'est ça. Et puis moins, ils ont besoin de prouver pas quoi que ce tout. soit. Ils n'ont plus rien à prouver. C'est souvent les personnages les plus simples dans la vie. C'est comme au tennis, c'est que quelqu'un joue bien, vous jouez mieux. Et vous êtes plus à l'aise. Non, mais j'ai gardé un souvenir de tout ça. Et donc il y a une belle rencontre à ce moment-là. Alors je sais que le film, au moment du tournage et tout ça, c'est Billy Wilder, non? Ah là, c'était dur. Ah là, c'est pas parce qu'on est un génie que c'est agréable de travailler avec. Ah non, là, c'était un... Vous êtes tous les deux allemands? On parlait allemand. Dès qu'on était en colère, on parlait lui viennois, moi en schweizerdeutsch presque. Ah non, c'était génial, mais on avait des fous rires. Et toi, t'es allemande? Non. T'es schweizerdeutsch, mais t'as des... Mon père est allemand, oui. Quand même? Oui. J'ai une très jolie chose. Non, on ne peut pas dire. Si, je peux dire d'où je viens? On dit ce qu'on veut. Alors, mon père était allemand. C'est une chose importante pour moi, et peut-être aussi pour les gens. Mon père était allemand, il avait à peu près 17-18 ans. Je l'ai lu il y a une semaine, chez moi, à la montagne, parce qu'il a écrit un livre. Il me l'avait déjà dit, mais je le relis, parce qu'il est mort depuis un bout de temps. Il a écrit ce livre, qu'il n'a pas publié, bien sûr, à la main. Et j'ai relu l'histoire. Il avait 18 ans, c'était juste avant que Hitler est arrivé au pouvoir. Il écrit « Je rentre à la maison, une ferme. J'ai pris le vélo et le passeport et je suis parti en Suisse. » Il n'était pas juif. Il n'avait pas besoin de partir. Il ne serait pas parti, je serais la fille d'un nazi. Il a dit « Ça sent plus bon, cette Allemagne. » Je suis d'une telle fierté d'avoir un père comme ça. Et la dernière histoire de lui, il avait un accident de cheval, il était paralysé pendant 7 ans. Le monsieur a dit « Monsieur Keller, allez chez les kinés, et moi je l'ai poussé dans la... Et il pouvait un tout petit peu parler. Et le thérapeute a dit « Hör, plus haut, monsieur Keller. » Le côté droit était paralysé. Il était obligé de travailler le côté droit. « Hör, plus haut. » Et mon père, beaucoup d'humour, avec l'humour et la douleur, avec des larmes, en riant, il a dit « Déjà à l'époque, je ne pouvais pas aller plus haut. Ah. » Le lendemain, il était mort. Magnifique. Et moi, je suis tellement fière de quelqu'un si simple qui ne m'a pas appris qui est Kierkegaard. Et ça, il m'a appris les fleurs, les noms des arbres, des choses simples. Tu savais qu'il avait quitté l'Allemagne pour je dirais, je ne sais pas si le fuir, pour éviter le nazisme, en fait. Oui, il a tout quitté. Ouais. Mais il a aussi, après, eu des reproches de sa famille. Ils ont dit que c'était facile de partir, c'était difficile de rester, et essaye de ne pas devenir... Les deux ont raison, hein, mais je suis quand même content qu'il est parti. Je connais bien le sujet parce que ma mère est allemande. Ah bon, tu ne m'as jamais dit ça? Ah oui, elle est allemande. J'ai bien fait de venir à Lausanne, dis donc. Oui, tu as bien fait, ouais. Arnoldine Busch. Oh là là! Von Bonn. Ah bah évidemment Von avec le... Non, von Bonn, de Bonn. Ah, de Bonn. Ah, c'est dommage, je pensais que tu as un Von. Non, j'aurais bien voulu, mais bon, oui, je le fais au cinéma. Enfin, mais et donc je connais bien, parce que moi j'ai vécu... pratiquement jusqu'à l'âge de 45 ans, sans savoir ce que mes parents du côté de l'Allemagne avaient fait, qu'est-ce qu'ils étaient pendant le nazisme. Il y avait une sorte ça c'était dans la chronologie de l'histoire de ma famille, autant du côté de l'Espagne, de mon père ou de ma mère. Il y a d'un côté le franquisme et de l'autre côté le nazisme. Et il y avait des zones d'ombre, donc je ne savais pas du tout qui étaient mes grands-parents. En fait, j'ai connu ma grand-mère allemande qui venait tout le temps à la maison, 6 mois dans l'année à chaque fois. Mais tu ne connais pas le passé. Mais j'ai fait des recherches.
Et alors? Et je suis très fier aussi, parce que, enfin très fier après, c'est vrai que bon, le nazisme, au début les gens ils y croyaient, puis après, enfin c'était toute une histoire, Ouais. tout un long parcours. Mais j'ai pas un seul membre de ma famille allemande qui était inscrit au parti nazi. Et donc ça Déjà, ça voulait dire que tu étais, oui, au moins. que tu étais déjà maudit Oui, sur place bien sûr. et qu'on te mettait des bâtons dans les roues, et que Oui. c'était un cauchemar pour les gens qui n'étaient pas... Et donc j'ai découvert ça. J'ai découvert aussi que j'avais un grand-oncle qui s'était fait gazer dans les chambres à gaz. On n'est pas juif dans la famille, mais il faisait partie Dans la résistance. Oui, dans la résistance, mais tu sais, il y a eu la section T4 entre 41 et 42, avant la solution finale. Ils ont testé les chambres à gaz dans les hôpitaux psychiatriques. Et que c'est parti de ça. Et donc, je suis allé dans cet hôpital qui existe toujours, cette clinique qui s'appelle à Adamar. Et j'ai vu, on m'a appris sur le coup et je suis descendu en bas, on m'a montré la chambre à gaz où a été tué. Donc, on a l'Allemagne en commun. En commun aussi, comme plein de choses. Ouais. Mettre les lunettes en même temps. Mettre les lunettes en même Chéreau. temps. Aimer les mêmes choses, parce que je crois qu'on aime bien apprendre. Cinéma, tous les deux. théâtre, on littérature. aime apprendre, littérature. Exactement. Ah, tu as ça, mais alors là, c'est magnifique, c'est ce que j'apprends. Pour la petite histoire. Oui, aussi. Alors, il y a un côté aussi que j'aimerais bien qu'on en parle, parce qu'on est aussi tous les deux, on a une passion qui est la Russie. Oui. Tu es allé beaucoup en Russie? J'ai tourné plusieurs fois, 3 fois. Et qu'est-ce que je me sens à la maison? Oh, j'ai une très jolie histoire, je peux encore? Bien sûr. Bah très ouais. jolie histoire de ma Carrément. grand-mère. Ma grand-mère, c'est un freudien. Ma mère. Maman, je l'ai toujours appelée régulièrement, tous les 3 jours. Et un jour, je l'appelle, et comme toujours, elle me dit, je ne peux pas parler. Elle, qui était toujours contente que j'appelle, je dis, pourquoi? Elle me dit, je pars, j'en ai marre de Bâle. Je me suis dit, bon, elle va aller à Zurich faire du shopping. Elle me dit, je dis, mais tu vas aller où? Elle me dit, je pars en Russie. Alors là, je me suis dit, ça y est, elle a Alzheimer, elle ne peut pas partir en Russie, c'était encore le rideau de fer et tout. J'ai dit, maman, alors on se calme, tu parles comment tu parles? Alors là, elle m'a parlé comme une idiote, elle me dit, en bas, il y a une voiture qui klaxonne, c'est un taxi. Le taxi m'amène à la gare de Bâle, à Bâle, je prends un train pour Zurich, à Zurich, je prends l'avion pour Saint-Pétersbourg, à Saint-Pétersbourg, je prends le bateau pour aller à Moscou, et ça dure 4 semaines, et je pars avec 4 copines, 4 filles. Elle a dit filles. J'ai dit, elles sont quel âge? La plus jeune avait 89 ans. Maman avait 91. Et elle a dit, je ne peux pas parler plus longtemps. Alors j'avais tellement peur parce qu'il n'y avait pas encore le portable, on ne pouvait pas se rappeler. 4 semaines, elle est restée sur le bateau. Et j'ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce qu'on vient de là. J'ai dit, et je me souviens, sur cette table de nuit, il y avait toujours des Russes, des Dostoïevski, il y avait toujours Bounine, il y avait toujours de l'aide centrale, Europe centrale, mais surtout les Russes, Tchekhov aussi, il y avait Serov comme le peintre et tout. Tout était un peu russe. Elle me dit, on vient de là. Aucune raison, est-ce que c'est vrai, aucune idée, est-ce que c'est vrai. Elle est partie 4 semaines et quand elle est revenue, elle était légèrement alcoolique parce qu'on lui a donné toujours un petit vodka le soir. Elle a gardé ça. Ma mère, à 92 elle avait, elle part en Russie. Et là, pour moi, j'étais aussi là, j'étais fière que jusqu'au bout, elle a bien vécu et elle voulait voir, elle dit qu'on vient de là. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais rien. Si je fais une recherche là, ou un truc en Amérique là, de TH, machin. Ah oui. Et on dit DNA. Voilà, apparemment c'est vrai. En tout cas, la Russie, moi je suis à la maison là-bas. Qu'est-ce que tu sens quand tu vas en Russie? La folie permanente, le changement d'humeur, on s'engueule, mais en même temps. Tout est possible. Tout est toujours possible. Ouais, tout est possible. C'est les extrêmes, c'est le pays des extrêmes. Tout, on rit trop, on pleure trop, on se cogne trop, on boit trop, on mange trop. Tout est toujours trop. Et on est toujours en manque, malgré que c'est trop. Il y a quelque chose que c'est éternellement... C'est épuisant, non? Épuisant. Mais tu es réveillé, parce que permanent, il y a tout, tu sens que le cœur circule là. C'est la folie. Il y a une poésie. Je ne parle pas de Poutine, hein. Je parle de vrais peuples. En tout cas, ces gens que j'ai rencontrés. C'est quoi tu aimes aller où en Russie? Il y a un endroit qui t'a plus touché qu'un autre ou Moi, j'adore. C'est simple, ça a l'air un peu touristique, mais c'est comme un Saint-Pétersbourg, c'est quand même absolument incroyable. Ouais.
la richesse. La collection des impressionnistes. Et alors, pour revenir un peu à la... Moi, je suis une fanatique de Akhmatova, de Tsvetaïevna. J'adore tout ce qui est littérature russe. Je suis... Dostoïevski. Voilà. Ah non. Et toi, tu étais dans le festival en Russie souvent, non? Moi, j'ai fait toute la Russie, beaucoup de fois. J'ai même fait un livre Mais tu es aux peut-être éditions aussi Belpire. russe, peut-être ça aussi. Moi, je me sens très russe, ouais. Il y a quelque chose en moi qui est très russe. Et quand je suis là-bas, je me dis, mais pourquoi je suis là? Voilà. Et puis après, à un moment donné, quand on rentre, on se dit, mais ça me manque, j'ai besoin d'y retourner. Ouais. C'est une relation très forte avec la Russie. J'y vais, la première fois que j'y suis allé, c'était en 95 pour tourner avec Pavel Longin. Oh oui. Et je suis resté 4 mois à Moscou. Et puis ensuite, petit à petit, j'ai fait beaucoup de festivals. J'allais toujours faire des promotions de films là-bas, etc. Jusqu'à faire ce livre, je crois que c'était en 2016, qui s'appelle Un voyage en Russie, un livre de photographie aux éditions Delpire, avec Vera Michalski qui est là et que je salue, qui est dans la salle. Voilà, c'est un magnifique voyage. Donc moi, il y a un endroit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert avec ce livre-là, parce qu'on a fait les extrémités, pour rester dans les extrémités. C'était dans l'est de la Russie, à Ulan-Ude. Ah, oui, voilà, en dessous de Sakhaline. C'est ça, Sakhaline. Et c'est la région mongole. Oui. C'est les Bouriates, la steppe, en fait. C'est la steppe, comme ça, magnifique. Magnifique. Et j'ai adoré cet endroit. C'est très intéressant parce qu'en fait, comme nous, finalement, les Bouriates, c'est des couches successives. Ouais. D'abord, ils disent qu'ils sont russes. Oui. Orthodoxes. Ouais, orthodoxes. Et puis petit à petit, leur seconde relation avec la spiritualité, c'est le chamanisme. Et puis ensuite, c'est des Bouriates, donc c'est la Mongolie. Et donc, c'est des couches successives. Comme quoi, on peut être pas seulement une chose, mais on est la somme de tellement de choses. Et c'est pour ça qu'ils sont si riches dans tout, dans l'émotion, dans la... Oui. Moi, j'avais tourné avec Nikita Milkakov, qui m'a invité après pour son 50e anniversaire. Et moi, quand j'ai tourné avec lui, j'ai acheté plein de pullovers. C'était les yeux noirs? Les yeux noirs, plein de pullovers en cachemire, de triple cachemire, exprès pour pas aller chez Benetton, pour acheter des choses pour marcher. Je me suis dit, ils vont avoir froid. Et j'ai vu, mais ils sont richissimes. Ils sont venus avec Mercedes, avec tapis rouge. Cette fête pour son 50e anniversaire était absolument un délire. Avion privé pour les gens de Arte, tout ça, c'était la folie. Carnegie Hall, lui, sur un trône en or, en plastique, on reçoit les faisans des paysans dehors avec les grosses bottes. Oui, il s'est transformé en tout roi. Tout était exagéré. Il s'est transformé Arrive en le roi. piano avec Konchalovsky qui jouait du Beethoven. Mais tout était énorme. Bref, le lendemain, j'étais tellement ivre-mort que le lendemain, j'avais encore la vodka dans mes veines. Et j'étais sentimentale et j'ai voulu voir le tombeau de Tchekhov. Et on prend le métro, on va à cet endroit. Et j'ai dit à des amis avec qui j'étais, on était invités plusieurs personnes de Paris, et j'ai dit, je veux le trouver seul. C'est mon homme, hein, Tchekhov. Je sais, c'est ridicule, mais je veux trouver ce tombeau seul. Et il y a une amie qui a fait une photo que j'ai gardée. Je trouve, il faisait mauvais, c'est tout, mais je trouve enfin le tombeau qui est si simple. Je vais évidemment sur les genoux. Et il commence à neiger. Juste le moment où j'allais sur les genoux, mais c'était tellement russe. En plus, il neigeait sur ma patrouille. Et j'ai pleuré. Et j'étais heureuse. Et je suis repartie. Voilà. Et j'ai vu Tchekhov. Mort. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti. Et c'était simple. Même la dernière phrase, tellement bien élevée avant de mourir, il a dit dans le pays où il était, ich sterbe. Un constat. Je meurs. Et il est mort. Avec le champagne à la main, à Badenweiler. Magnifique. Incroyable. Et après, on l'a transporté dans les huîtres, parce que c'est le seul endroit froid que Gorky... Tchekhov. Non, Gorky ou Gogol, qui l'a cherché. Quelqu'un de Gorky. Il a fait venir le corps en Russie, mais dans les huîtres froids. Wow. Tout est Tchekhov. Tout est là. Ah, j'adore. Ouais. Magnifique. J'ai eu un moment comme ça aussi avec Stanislavski. Ah, voilà. Stanislavski, parce que à force d'aller à Moscou, je me suis rendu compte en fait que j'étais jamais allé au musée
Constantin Stanislavski. Donc Stanislavski était le grand dramaturge. Il y a quelqu'un hier, un jeune étudiant qui me disait mais comment est-ce qu'on fait pour parce que je parlais de la zone de sécurité, sortir de sa zone de sécurité. Comment est-ce qu'on fait pour pousser un acteur à aller plus loin, etc. Et je lui dis il faut lire la formation de l'acteur de Constantin Stanislavski ou la construction du personnage. Moi c'est mes livres, c'est la formation de l'acteur qui a été le livre que j'ai lu avec. En fait c'est l'acteur studio. Lee Strasberg, l'acteur studio qui m'a fait comprendre, parce que j'admirais tous ces acteurs avec qui tu as travaillé d'ailleurs, et qui parlaient de Constantin, la méthode basée sur Constantin Stanislavski, même si c'est très différent, c'était très américanisé. Non, mais ils sont venus. Mais Stanislavski était le dramaturge de Tchekhov, c'est lui qui mettait en scène les spectacles de Tchekhov. D'ailleurs, il y a un magnifique théâtre, ils ont gardé les deux sièges, il y a le siège de Tchekhov et de Stanislavski qui est au centre de Moscou. Et donc, du coup, je me suis dit, j'étais en train de faire une promotion d'un film russe que je tournais là-bas. Et donc, je suis allé au musée Constantin Stanislavski. Est-ce que tu es allé au musée Constantin Stanislavski? C'est incroyable. Moi, je suis membre en 1975 de l'Acte Studio. Ouais. Alors, l'Acte Studio Strasberg, c'est ça, voilà. Stanislavski. Et je suis allé au musée. C'est extraordinaire, le musée. Oui, parce qu'en fait, tout est resté. Tout est resté, même les patins. Les patins, quand on rentre, on met les patins. Ouais. On rentre comme ça. En fait, c'est un musée, mais c'est pas. Moi, je pensais que c'était un musée où il n'y a plus rien. Enfin, c'était. Donc, tu as le fauteuil où il a enseigné les dernières années, le salon, tu as les petites loges. Ouais. En fait, je me suis, tout coup, le livre que j'avais lu à l'âge de 15 ans, qui m'avait poussé à devenir acteur, en fait, qui m'avait fait comprendre que c'était un métier acteur. Tout coup, toute la mémoire de ce livre m'était revenue, et donc, du coup, j'étais bouleversé. J'étais dans la loge, dans les loges. Puis après, il y avait ce passage incroyable, parce qu'en fait, la scène de théâtre, tu as vu, elle est toute petite. Tout petit, théâtre de poche. Elle est de là à là, pratiquement, comme ça. Et puis, en fait, le public, en fait, les autres élèves et le prof, on est pratiquement au même niveau. Il y a juste une ou deux descentes de marche, comme ça. Et puis, en fait, on jouait, les élèves jouaient au milieu des autres élèves, comme ça. Et donc, je me mets comme ça dans la loge, derrière, je veux dire, avant l'entrée, je me suis dit, mais tous ces acteurs qui ont eu le trac avant de faire un pas pour être sur scène, comme ça, j'ai senti comme cette énergie, puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? J'entends du bruit, et je vois toute une classe qui rentre, des jeunes avec des profs. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte, on ne m'avait pas dit que c'était encore en activité, c'était un musée, mais qui était encore en activité. Et donc, du coup, j'étais très... j'ai longé le mur comme ça pour sortir de l'autre côté, comme ça. Et au moment où je sors, j'entends Vincent Peretz. C'est joli. Vincent Peretz. Oh. Je me retourne comme ça et tout le monde me regardait. Comme ça, ils m'avaient reconnu. Oh, que c'est joli. Et ensuite, ils m'ont demandé de rester pour parler avec eux, etc. Oui. Oh. Et donc, c'était là. Je me souviens du moment où je lisais le livre dans le train entre Moudon et Lausanne. Où je me souviens, c'était un livre qu'il disait il faut que les acteurs fallait se tenir droit, donc il fallait mettre le livre sur la tête à un moment donné, comme ça. Et j'ai marché pendant un an avec j'ai vécu un an avec ce livre, il était tout abîmé et tout ça. Et de me retrouver. C'était un moment très émouvant, et comme là, avec la générosité des Russes, etc. Donc c'était comme si c'était une sorte de boucle qui était bouclée. Et qu'ils aiment l'art, ils aiment tellement l'art, le respect pour l'art. Ils ont la puissance de l'écoute. Quand tu présentes des films ou quand tu fais des choses là-bas, le public, il est extraordinaire. Oui, extraordinaire. Généreux, très, très généreux. Et la musique. Ouais. La musique là-bas, moi, je suis fanatique aussi de Gergiev et tout. Est-ce qu'on peut parler d'un peu de... Comme on parle des Russes, il faut qu'on parle un peu de romantisme, et puis il faut qu'on parle d'un peu de... C'est quoi l'acte romantique? Parce que moi, j'ai entendu parler de cette histoire dont je t'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai, l'histoire de l'avion, Hal? Ah. Parce que c'est quand même un acte romantique extraordinaire, non? Oui, c'était The Hot Couple. Oui. Donc il t'accompagne à l'aéroport? Il m'accompagnait à l'aéroport, moi je partais à Paris, et quand je suis arrivée à Paris, il était déjà parti. Il avait déjà un autre vol qui était plus vite. Parce que non, mais ça, il y a des autres histoires plus... oui, mais c'est vrai. Et vous êtes resté amis avec donc, Al Pacino? Alors je l'ai appelé hier pour parler d'ici. Et je voudrais qu'il vienne l'année prochaine. S'il est libre, parce qu'il a entendu par Barry Levinson. Qui est venu la première année. Voilà, et il a entendu parler.
Et ça l'a intéressé. Alors, je ne veux pas jurer, c'est pas moi Bien qui sûr, décide, mais ce serait peut-être tellement bien l'année extraordinaire et merveilleux. C'est quelqu'un, les gens le comprennent. Vous êtes très amis, hein? Ah oui, on s'appelle vraiment 3 fois par semaine. Je crois c'est mon homme, quoi, même si on n'est plus ensemble, mais jusqu'à la mort, on ne peut pas se fâcher parce qu'on n'est pas amoureuse. Quand j'étais avec lui, j'étais amoureuse, mais je ne l'aimais pas. Maintenant, je ne suis pas amoureuse, mais je l'aime. Et là, ça va tenir pour toujours parce que moi, il sait tout sur ma vie, moi, je sais tout sur le sien. On est comme ça, c'est magnifique. Et là, il a tourné un film sur Gucci, là, il jouait le père de Lady Gaga. Et on voulait se voir parce que, en plus, ils étaient dans l'hôtel où on s'est rencontrés, nous, à Bellagio, Villa Serbelloni. Et je ne pouvais pas, parce qu'il y avait des histoires d'Italie avec le virus. Puis il y avait Jeremy Irons qui était sur le tournage. Oui, Jeremy était dedans. C'est pour ça que je lui ai dit, Jeremy, viens, essaie de venir cette année, mais il ne pouvait pas parce que il tournait. Bon, bref. On est resté une très belle histoire parce qu'on est resté vraiment tellement amis et c'est magnifique. Ce n'est pas du tout ce qu'on pense. C'est pas le star. Il faut voir Looking for Richard et on comprend qu'il y a à la recherche de la profondeur de l'acteur. Alors lui, il peut parler de l'acteur studio de Stanislavski pendant... Il aime que ça. Quelqu'un d'autre aussi, que j'ai visité toujours en allant chez moi à la montagne, je me suis arrêtée toujours parce que je tournais avec lui, c'était Richard Burton, qui a habité pas loin de Nyon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et chaque fois, sa femme, Sally, elle me dit, il est là-haut. Là-haut, ça veut dire la bibliothèque. On pense toujours Richard Burton, les femmes, l'alcool, les bijoux et tout ça pour les femmes. Il est là avec Shakespeare, avec des œuvres qu'il aime. Il lit à haute voix. Il est dans sa bibliothèque. Il était d'une profondeur. Là aussi, c'est pas comme Al, on ne connaît pas, on pense que c'est... On a toujours besoin de se nourrir, non? On a toujours besoin de lire, toujours laisser aller plus loin, la lecture, jamais se satisfaire. Apprendre, voilà, en fait. Apprendre. C'est ça qui nous reste, qui fait qu'on reste éveillé. Il y a Luca Guadagnino qui devait venir l'année passée, qui devait venir aussi cette année. Qui? Luca Guadagnino. Ah oui, et il est venu l'année dernière. Il est juste passé, mais bon, comme moi, on a annulé, avec etc. Lui, oui. C'est merveilleux, c'est un cinéma magnifique. Il est bien, hein, Luca il est très bien. Ouais. Écoute, voilà. Tu avais quelque chose que tu venais nous lire ou Non, je n'ai plus rien à dire. Nous lire. Ah, lire. Alors, ça vous ennuie si je lis, mais très court. Parce qu'au début, on m'a proposé de faire une lecture et j'ai dit comme toujours non. Et quand on me laisse tranquille, je fais ce qu'on m'a demandé. Mais quand on force, je ne le fais jamais. Et tout à coup, je me suis dit, on est quand même dans un endroit tellement magique où ils agitent la littérature. C'est 3 pages, 2 pages et demie. C'est pas long. Et c'est Robert Walser parce que Vincent a dit une chose très juste dans une interview que cette année, tout est réduit. Restreint. Et il ne faut pas oublier, on a autant de talent en Suisse qu'ailleurs. Oui. Et on oublie ça parce qu'on est un peu plus timide. On est un peu plus... La Suisse, l'horlogerie. Et tu vas présenter un film magnifique de Stéphanie. Oui, ça moi j'ai un tout petit rôle, mais le film est somptueux et on va le montrer à Petite Sœur, je fais Sirline. Ce soir, oui, voilà. C'est un très joli film. On a eu 6 nominations, on a gagné 5. 5 quarts pour la première fois. Ouais. Pour les filles, c'est génial. Alors j'ai pensé, on oublie qu'on a telle valeur en Suisse, et je pensais à Robert Walser. Alors je vous lis une chose parce que j'aime la musique, c'est pas long. Et voilà. Ça s'appelle la musique. La musique est pour moi ce qu'il y a de plus délicieux au monde. J'aime les beaux sons, plus que je ne saurais dire. Pour en entendre un seul, je suis prêt à courir 1000 pas de suite. Souvent, l'été, quand il fait si chaud dans les rues et que j'entends le son d'un piano venant d'une maison inconnue, je m'arrête pour écouter. Et je me dis que je veux mourir sur place. Je voudrais mourir en écoutant de la musique. Ça me paraît si facile, si naturel. Et d'un autre côté, naturellement, c'est impossible. Les sons seraient des coups de poignard trop tendres. Ils font des blessures qui brûlent sans doute, mais elles ne s'enflamment pas. Elles saignent. Mais au lieu du sang, ce sont des
des pensées douloureuses qui s'écoutent. Dès que les sons s'arrêtent, tout redevient calme en moi. Je me mets alors à faire mes devoirs, à manger, à jouer, et j'oublie. Le son le plus magique pour moi est celui du piano. Même si c'est un massacreur qui joue, je n'écoute pas le jeu, seulement le son. Je ne pourrai jamais devenir un musicien. Je ne trouverai jamais cela assez enivrant, ni assez doux de faire de la musique. Je trouve bien plus sacré d'en écouter. La musique me rend toujours triste. Mais pas comme un sourire peut être triste, je dirais aimablement triste. Même la musique la plus gaie ne me la fait pas trouver gaie, et la musique la plus sombre n'est pas pour moi particulièrement sombre, ni assombrissante. Devant la musique, je n'éprouve jamais qu'un seul sentiment. Je manque de quelque chose. Je ne comprendrai jamais la raison de cette douce tristesse. Et je n'essaierai jamais non plus de la comprendre. Je ne veux pas tout savoir. D'une façon générale, bien que je me croie intelligent, j'ai peu de goût pour le savoir. Pour la raison, je pense que je suis tout le contraire d'un curieux. Je laisse arriver beaucoup de choses qui me concernent sans me préoccuper de la façon dont elles arrivent. C'est certainement un tort. Et ça ne m'aiderait guère à faire carrière dans la vie. C'est possible. Je n'ai pas peur de la mort. Donc de la vie non plus. Me voilà en plein philosophie à présent. La musique est l'art où il y a le moins de pensée. Et c'est en quoi elle est le plus doux des arts. Les gens qui n'aiment que comprendre ne pourront jamais l'estimer. Mais c'est justement à eux, dans les moments où ils l'écoutent, qu'au plus profond d'eux-mêmes, elle fera du bien. On ne doit pas vouloir maîtriser un art ou estimer son prix. L'art veut se frotter à nous comme il lui plaît. C'est un être tellement pur et indépendant qu'on le froisse quand on s'occupe trop de lui. Il est toujours prêt à punir celui qui s'approche de lui pour le saisir. C'est ce qui arrive aux artistes. Ceux qui font un métier d'essayer de le comprendre, alors qu'ils ne veulent d'aucune manière se laisser prendre. C'est pour cela que je ne voudrais jamais devenir un musicien. J'aurais trop peur d'être puni par un être aussi gracieux. On peut aimer un art, mais on doit bien se garder de l'avouer. C'est quand on ne sait pas qu'on aime le plus profondément. Mais la musique me fait souffrir. Je ne sais pas si je l'aime vraiment. Elle me trouve là où elle veut justement me trouver. Je ne la cherche pas. Je me laisse caresser par elle. Mais ce sont tes caresses qui blessent. Comment dire ? La musique, c'est comme un chagrin mélodieux, un souvenir fait de son, un tableau pour l'oreille. Oh, je m'exprime mal aujourd'hui. Tous ces mots sur l'art que j'ai employés plus haut, ce sont surtout pas à prendre au sérieux. Je n'ai pas bien su les trouver, pas plus qu'un beau son n'a su encore me trouver aujourd'hui. Quelque chose me manque quand je n'entends pas de musique. Et quand j'entends, le manque est encore plus grand. Voilà ce que je peux dire de mieux sur la musique. C'est beau, non? Magnifique. Non, mais c'est Walser, hein? C'est vraiment beau. Magnifique. Ces doutes qu'il a, qu'on a tous, est-ce qu'on aime ça, est-ce qu'on n'aime pas, mais il faut se laisser. Je trouve ça. Et si vous voulez, je finis avec un tout petit Neruda. Non, mais bah si oui, vous voulez carrément. pas. Non,
Non, c'est très court. 2 poèmes. Parce que là aussi, je voudrais dire, il faut lire. Il faut lire. Il faut dire à tout le monde, c'est pas si... Parce qu'il y a des gens qui ont peur, Neruda, c'est trop compliqué. C'est une facilité. Alors, je lis une chose que j'aime beaucoup. C'est court, hein, aussi. Oh là là. C'est tellement beau. Alors, il meurt lentement. Celui qui ne voyage pas. Celui qui ne lit pas. Celui qui n'écoute pas de musique. Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux. Il meurt lentement. Celui qui détruit son amour propre. Celui qui ne se laisse jamais aider. Il meurt lentement. Celui qui devient esclave de l'habitude, refaisant tous les jours les mêmes chemins, celui qui ne change jamais de repère, ne se risque jamais à changer la couleur de ses vêtements ou qui ne parle jamais à un inconnu, il meurt lentement. Celui qui évite la passion et son tourbillon d'émotions. Celle qui retourne la lumière dans les yeux et répare les cœurs blessés. Il meurt lentement, celui qui ne change jamais de cap lorsqu'il est malheureux au travail ou en amour. Celui qui ne prend pas de risque pour réaliser ses rêves. Celui qui, pas une seule fois dans sa vie, n'ait fui les conseils sensés. Vis maintenant. Risque-toi aujourd'hui. Agis tout de suite. Ne te laisse pas mourir lentement. Ne te prive pas d'être heureux. Voilà. Magnifique. Voilà, ça va. En allemand, non, c'est trop long. Bon, voilà, ça va, non. Merci. Je vous en prie. Marthe. Merci beaucoup. Merci.